Éric Zemmour est donné au second tour de la présidentielle pour la première fois dans un sondage. Il est totalement fanatisé, il n'a qu'un point de vue et qu'une réponse sur tous les sujets, c'est la faute des musulmans. Bon, très bien, mais ça fait ni un programme de gouvernement, ni surtout une réalité. Oui, mais ça fait une dynamique dans les sondages que vous ne contestez pas, j'imagine. Qu'est-ce que vous diriez? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Qu'il faut dire des choses pourries et fausses pour gagner des voix et que c'est ça qu'il faut faire? Non, c'est que ça trouve un écho dans le pays. Dites ça. Bien sûr, ça trouve un écho. Et c'est la question que je voulais vous poser. Et vous leur dites quoi à ceux qui se disent pourquoi pas Zemmour? Que la guerre civile ne nous mènera nulle part, que ce n'est pas vrai qu'il y a un grand remplacement, et ainsi de suite. Mais dans cette affaire, vous voyez très bien que nous luttons contre des refrains qui sont amplifiés, martelés, que dis-je, obsessionnels, puisque M. Zemmour est tous les jours à la télévision. Tous les jours. En matinale, en midinale, en soirée, au milieu, et on entend partout ce refrain. Alors évidemment, ça finit par être entendu. C'est une erreur. Les Français qui le suivent se trompent, et je vais essayer de le leur démontrer. Non, est-ce que la réponse à la percée d'Éric Zemmour, c'est, puisqu'il parle beaucoup d'identité, de notre histoire, etc., avec une forme... Il parle de tout ça en mentant et en inventant. En réécrivant l'histoire? Ah ben bien sûr. Enfin, il invente une histoire de France qui n'a jamais existé. Mais après, oui, là où on a raison, que fait-il? Il joue le rôle de diviseur. Il divise des gens. Et c'est ce qui nous rassemble qui a de l'importance. Quand il est question d'augmenter les salaires, quand je propose qu'on bloque les prix, tout le monde l'entend, quelle que soit sa religion, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, allons à ce qui nous est commun, parce que comme ça, nous ferons avancer nos causes communes. Et je vais terminer en vous disant ce que tout le monde comprend. Quand vous avez un épisode méditerranéen qui tombe de l'eau de tous les côtés et que tout est emporté, vous vous occupez pas de savoir quelle est la religion ou la couleur de peau de celui ou celle qui vous tend la main pour vous tirer de l'eau. C'est ça, moi, qui me paraît important. C'est la commune humanité. Sur la question sociale, justement, on l'a entendu dans le journal tout à l'heure, le taux de chômage est en route vers son plus bas niveau depuis 2008, à 7,6% d'ici à la fin de l'année. J'ajoute que la France repartirait plus vite que ses voisins européens, on parle de la croissance, ou encore sur la question du pouvoir d'achat. Le gouvernement dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,9%. Le gouvernement a-t-il raison de vanter son bilan économique? Apparemment oui, puisque vous reprenez tous ces arguments sans nuance ni critique. Arguments, chiffres donnés par le gouvernement. Non mais attendez, c'est pas moi le journaliste, c'est vous. Donc vous êtes c'est journaliste, l'INSEE, vous regardez... c'est pas non plus... Ah oui, d'accord. Bon. Alors vous attendrez, avant que je pétarade d'enthousiasme, qu'on vérifie si c'est vrai, comment et tout. Je peux vous dire que pour ce qui est de la baisse du chômage... vous mettez en cause ces chiffres-là qui sont communiqués par le gouvernement. Non, madame, je vais les étudier. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais été pris en défaut de truquer sur des chiffres ou quoi que ce soit. Je ne le fais pas. Mais alors, je pourrais vous dire... Vous souhaitez les vérifier avant de les commenter? Non, pas seulement. Écoutez, laissez-moi dire. Vous avez le droit de répéter les arguments bienveillants du gouvernement. J'ai le droit de répéter les miens, si vous voulez bien. Pas derrière vous sont les chiffres. Non, mais allez-y. Alors non, n'en parlons plus. Bon, vous avez raison, et puis voilà. Non, mais écoutez-moi. Quand la majorité des emplois qui sont offerts sont des contrats à durée déterminée, souffrez que je ne saute pas d'allégresse. Quand ce soit 3 jours après qu'on vient d'imposer le nouveau mode d'indemnisation des chômeurs, qui va faire perdre 40% de leurs revenus à 1,5 million de personnes, pardon, j'ai pas envie de dire et de sauter en cadence en disant « Ah, tout va bien, c'est formidable, tout le monde respire, le gouvernement a raison ». Non, le gouvernement n'a pas raison. Il a dévasté ce pays et nous allons regarder de plus près ce qui se passe avec ces chiffres parce que je les conteste. Je conteste le gain de pouvoir d'achat. Il n'y a que dans ces statistiques que les Français apprendront qu'ils ont plus d'argent qu'avant, quand il y a 10 millions de pauvres et 8 millions de gens qui relèvent de l'aide alimentaire. Alors, accepter qu'on puisse, je ne dis pas douter, voyez-vous, parce que je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai, la situation des Français ne s'améliore pas, elle empire, il y a toujours plus de pauvres, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid, il y a des gens qui sont dans le noir, il y a des gens qui ont plus d'eau, dans une quantité qui est insupportable dans un pays aussi riche. Donc si voilà mon diagnostic à moi. Non mais j'entends bien, mais ça veut dire que si vous arrivez aux responsabilités, vous supprimez des instituts comme ça qui à un moment donné font des projections? Mais jamais de la vie. Ah bon? Mais ce sont des gens qui font des projections, des études, et ça mérite qu'on les regarde, qu'on étudie, qu'on écoute. Alors, il ne s'agit pas de... Non, mais parce que vous, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est une vérité absolue? Pas du tout, je vous interroge. Vous contestez les chiffres. Je vous demande pourquoi vous contestez les chiffres, si vous n'avez plus confiance dans ces instituts, c'est tout. Pas du tout. J'ai confiance en eux, ils font un travail, ils nous donnent des documents et nous avons le droit de discuter. Sauf si quelqu'un décide, on a le droit de discuter quand même, non? Si, mais je voudrais discuter de la lettre que vous avez envoyée au président de la République. Ah bon, allons-y. Vous lui avez écrit. Oui. Vous lui demandez un débat.
Oui, Sur la parce que... politique étrangère, vous pensez que la France fait les mauvais choix, Jean-Luc Mélenchon? Oui, parce que la politique étrangère est rarement discutée en France. Et admettons que les 3/4 du temps, on est à peu près d'accord dans ce pays sur une forme d'orientation. Mais progressivement, le président de la République nous a emmenés dans des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on avait fait jusque-là. Et donc, ça mérite qu'on en débatte. Nous sommes en guerre depuis 8 ans au Mali, ça nous a coûté 5 milliards, 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus coûteuse que la France mène depuis la guerre d'Algérie. Il a choisi de se retirer? Nous avons voté une fois. Ah non, c'est pas ce que dit Madame Dariussec. Vous voyez la difficulté? Ouais. Le président dit qu'on se retire, la ministre dit que non, on a changé de stratégie, donc on ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part? En tout cas, le Premier ministre du Mali, lui, a dit que les Français l'abandonnaient. Tout ça me paraît assez grave pour qu'on en parle. Là, il faudrait qu'il clarifie sa position sur le Mali, par exemple. Oui, pas que sur le Mali, mais par exemple, le siège de la France au Conseil de sécurité. Oui. Les Français qui nous écoutent, quand même, apprécient de savoir que leur pays joue ce rôle. Eh bien, nous apprenons par un journal anglais que M. Macron serait prêt à le discuter. L'Élysée dit non, pas du tout. 2 jours après, nous avons le porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, M. Lescure, qui dit on pourrait donner le siège. Donc, ça mériterait qu'on en parle. Pareil, l'Europe de la défense. Alors, justement, sur l'Europe, est-ce que la France va prendre la présidence de l'Europe au mois de janvier? Vous croyez à l'autonomie stratégique de l'Europe? Visiblement, la volonté du chef de l'État d'instaurer une autonomie stratégique de l'Europe entre, d'un côté, les États-Unis, de l'autre, la Chine? Non, non parce qu'aucun autre pays d'Europe n'en veut à cette étape et que lui-même, M. Macron, lui-même, en même temps qu'il dit autonomie, dit participation à l'OTAN. Or, ce n'est pas la même chose d'être autonome et d'être dans l'OTAN. De plus, il a accepté dans l'OTAN une logique de confrontation avec la Chine que, pour ma part, je condamne absolument. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une nouvelle guerre froide avec la Chine. D'ailleurs, dans cette affaire, dans cet épisode, il est ridicule parce qu'il a participé à des manœuvres navales en face des Chinois, et puis pour finir, les Américains font une coalition sans lui. Or, qu'est-ce qu'on fait avec les Chinois? Qu'est-ce qu'on établit avec les Chinois? On a un partenariat exigeant. Quand on a des choses à leur dire, on les leur dit. On essaye de le faire dans les conditions qui sont les plus efficaces. Et puis, pour le reste du temps, on ne les considère pas comme des ennemis, mais comme des partenaires. Comme on le fait avec toutes sortes de pays. La question des valeurs est un sujet ou pas en diplomatie? Ah ben oui, c'en est un. Prenons un exemple. Nous ne sommes pas d'accord avec... Nous, Français, n'appliquons pas la peine de mort. Nous ne sommes pas d'accord avec l'Arabie Saoudite qui l'applique. Et nous avons pourtant une base dans cette zone-là. Donc vous voyez, Caroline Roux, que les valeurs ont leur importance. Pour nous, Français, nous avons le droit de les porter. Mais nous ne faisons pas une sélection. Celui-ci, oui, celui-là, non, etc. Enfin, on connaît la musique. Sur la Russie? Eh bien, on rétablit une forme de partenariat avec la Russie, on lève les sanctions avec la Russie? Absolument, il faut lever les sanctions qui n'ont aucun sens, qui ne mènent à rien, sinon à favoriser le développement des activités russes qui étaient autrefois satisfaites par les Français. Par exemple, quand la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne, vous êtes aux responsabilités, qu'est-ce que vous faites? Je vais sûrement discuter pour savoir pourquoi on le fait. Mais puisque vous en êtes aux troupes qu'on masse sur la frontière ukrainienne, je note que pas une fois dans aucune de vos matinales, vous n'avez parlé des Français présents sur la frontière russe pour la première fois depuis Napoléon Ier, qui sont en Lettonie ou en Estonie, je ne sais plus lequel des deux pays. Nous avons là des hommes, nous avons du matériel, des avions, etc. Ça n'a pas l'air de vous soucier. Ça vous soucie quand c'est dans l'autre sens, c'est assez curieux. Et comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait que nous sommes embarqués dans une confrontation avec les Russes qui est absurde. Est-ce que vos premiers déplacements, si vous arrivez aux responsabilités, Jean-Luc Mélenchon, ce sera d'aller où, à Pékin ou à Moscou? Je ne sais pas, ce n'est pas l'idée que je m'en étais fait. Je pense qu'il y a plus proche. Il y a notamment les pays du Maghreb avec lesquels nous avons des familles en commun et sans doute sont-elles plus exigeantes et plus urgentes. Ça vous a choqué les propos d'Emmanuel Macron sur l'Algérie récemment? Il a parlé de la rente mémorielle. Je pense que le chef de l'État n'est pas le président d'une ONG. Et qu'il y a une manière de parler aux autres pays qui doit tenir compte des réalités et pas proclamer comme ça des états d'âme ou des analyses pour en faire sur tous les pays du monde. Je ne le fais pas et j'essaye d'être aussi respectueux que je le peux de la manière de parler aux autres. Pendant que vous y êtes, rappelons qu'aujourd'hui, il y a un sommet qui a été organisé par M. Macron sur l'Afrique et pour la première fois, ça se fait avec des ONG, des patrons, et sans etc. les politiques. La pire image qu'on puisse donner de la France-Afrique. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon.